Je me dis, commençons par cela. Je vais vous demander à tous les quatre de noter sur une échelle de 0 à 10 à quel point les entreprises sont sérieuses ou pas pour la transition écologique. Bon, bah, tu sais bien que j'allais faire le mec chiant, donc je ne vais pas déroger. Alors, vu que tu as dit un nombre algébrique, j'aurais pu répondre à un nombre imaginaire. Ça aurait été pas mal, ça. Mais en fait, je vais juste dire que je pense que la quantification et l'évaluation à outrance, c'est justement l'un des grands problèmes de ce temps. Donc, il est effectivement important de ne pas répondre à la question. Aurélien, tu disais non, on ne quantifie pas, ce n'est pas sérieux. On est dans cette phase un petit peu d'état des lieux. Que souhaites-tu partager avec nous sur le sérieux des entreprises aujourd'hui ? Bah, en fait, je voudrais presque les disculper. Les entreprises ne sont pas sérieuses, bien sûr, mais elles ne peuvent pas l'être, en fait, parce que les entreprises, comme les individus, qu'elles reflètent dans une large mesure, ne peuvent pas avoir des comportements vertueux dans un système dont les attendus sont fondamentalement vicieux. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de jouer à un jeu en espérant qu'il va décider de perdre. Si le jeu se joue comme ça, alors il faut changer la règle. Et il faut appeler victoire autre chose que ce dont nous sommes coutumiers. Ce que je veux dire, c'est que, à mon sens, le problème aujourd'hui, ce n'est pas la modalité, c'est la finalité. Or, les entreprises, et on ne peut pas le leur reprocher, en tant qu'émanation d'une croyance et d'une symbolique systémique, cherchent à modifier les modalités pour parvenir à la même finalité. Mais globalement, et au-delà de l'immédiateté, notre finalité, c'est l'artificialisation du réel, donc la destruction de la vie. C'est la finalité qu'il faut interroger, et pas la manière dont on atteint ce but qui, finalement, nous fera tous perdre. Donc là, je vois que mes amis ont évoqué presque tous les émissions de gaz à effet de serre. C'est évidemment un point important, ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire. Mais je voudrais quand même préciser que c'est vraisemblablement le point le moins important de toutes nos préoccupations écologiques. C'est extraordinairement moins important que la chute de la biodiversité. Et en fait, la raison pour laquelle on parle autant des émissions de gaz à effet de serre qui sont presque anecdotiques par rapport aux autres raz-de-marée qui nous emportent, c'est précisément parce que c'est notre problème le plus simple. C'est notre problème le plus simple parce que c'est celui qui est quantifiable et c'est celui qui peut encore nous donner l'illusion totalement délirante que nous sommes face à un problème d'ingénieur qui aurait une solution technique. C'est faux. Mais avec les gaz à effet de serre, on peut encore peut-être un tout petit peu faire semblant de le croire. Alors Aurélien, pourquoi en sommes-nous là ? C'est comme désespérant. Oui, enfin, en même temps, ça fait quand même bien longtemps qu'on a vu les ravages du colonialisme et on sait que le néocolonialisme a fait vraisemblablement plus de morts que les 2 dernières guerres mondiales depuis 1950. Ça fait un moment qu'on connaît les ravages des bombes atomiques et les armes nucléaires continuent de proliférer. Finalement, ce n'est pas spécifique à la question écologique. C'est un problème qui est un peu plus vaste que celui-là. Moi, je crois que le véritable point bloquant, en fait, c'est qu'on en reste à une question dont l'apparence serait celle de l'évidence de l'enjeu, de l'objectif et de la finalité. Autrement dit, on ne se demande pas ce qu'on veut. Prenez l'exemple de l'intelligence artificielle. On réfléchit beaucoup sur les externalités négatives, comment baisser la consommation, comment faire en sorte que les addictions diminuent un petit peu, etc. Très bien. Mais est-ce qu'on peut se demander si, en soi, c'est quelque chose de mélioratif pour la société ? Est-ce qu'en soi, un logiciel qui vous empêche de penser, qui vous propose du contenu qui corrobore déjà vos croyances, qui empêche l'exploration, qui va lire vos CV, etc., est quelque chose qui nous rend plus heureux? Et c'est ça le problème. C'est qu'on fait comme si la science et la technique pensaient pour nous. Or, ce n'est pas le cas. Je vais prendre un exemple hors sujet, mais il est quand même dans le sujet parce qu'aujourd'hui, on a tous des difficultés pour venir à cause des grèves. J'entends de grève, donc, eu égard à la réforme des retraites. Ce que je voudrais montrer avec cet exemple, c'est notre absence de questionnement. Vous voyez, l'argument des gens sérieux, vraisemblablement beaucoup de professeurs de cette école, en gros, c'est que on ne pourra bientôt plus payer les retraites. Donc, puisque certains ont déjà des pensions faibles, si on ne veut pas que ces pauvres gens aient encore moins, et là on pleure un peu, alors il faut bien travailler davantage. C'est factuel. Que vous soyez de gauche ou de droite, c'est un fait économique incontestable. En réalité, derrière cette assertion, il y a une idéologie extrêmement profonde qui est masquée et qui n'est pas interrogée, pour au moins 3 raisons. Je vais être très bref. La première raison, c'est que c'est sous hypothèse d'une absence radicale de redistribution. Parce qu'évidemment, avec un peu de partage, il n'y a aucun problème pour baisser l'enveloppe globale, tout en s'assurant que les plus démunis ne voient pas leur niveau de retraite baisser. Mais le mot partage, c'est stalinien.
faut même pas l'envisager, c'est impossible. Mais quand on y réfléchit, ça, c'est pas seulement capitaliste en fait. C'est capitaliste à la puissance 10. Parce que, encore, que les gens aient des revenus différents en fonction de leur activité, on peut le questionner, on doit le questionner, mais on peut le comprendre aussi. Mais là, ce qu'on dit, c'est que les gens auront des revenus différents pour la même activité, à savoir ne rien faire. Donc le repos des riches vaut beaucoup plus que le repos des pauvres. C'est quand même ça qu'on entérine en ce moment. Deuxièmement, comme l'a rappelé Jean Covici ici même, on a tous environ 500 esclaves qui travaillent pour nous en ce moment, du point de vue énergétique. On a construit ces machines pour nous libérer des tâches désagréables. Et avec 500 esclaves, on n'est pas foutu de ne pas travailler plus. On a quand même un peu raté quelque chose. Et troisièmement, du point de vue écologique, la seule et unique mesure qui a un tant soit peu de sens et de signification, c'est de baisser la production. Tout le reste, c'est du greenwashing. Oui, mais travailler plus, c'est pour produire plus. Donc on vient de prendre la mesure la plus drastiquement anti-écologique possible, à savoir augmenter encore la production et donc le suicide collectif. Le sérieux n'est pas dans le camp que vous pourriez croire. Allez, on poursuit. Et donc, il est temps de se dire, en fait, ça serait quoi d'être sérieux et ça veut dire quoi? Alors moi, très bêtement, hein, je suis allée sur le dictionnaire. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne voilà, les 5 définitions et qu'on puisse, du coup, attaquer ces différents angles. Première définition de sérieux, grave, qui agit avec réflexion. Et on voit à quel point l'heure est grave. Aurélien, je pense que d'un point de vue didactique, ça peut être bien que tu nous fasses un topo. Et tu m'as dit que c'était très facile de le faire de manière courte, alors qu'il y a tellement à dire. Mais un topo, situation de la planète, c'est important de se mettre sur les faits. Alors tu m'as dit, bon, les faits sont biaisés, mais voilà. Comme tu me parlais de gravité, j'ai cru que ça allait être mon sujet de recherche, parce que la relativité générale, ça je veux bien aussi. D'ailleurs, c'est intéressant comme origine étymologique. Hein. La gravité, c'est grave, ça tombe. Comme l'Occident. L'Occident, comme vous le savez, étymologiquement, c'est le lieu de la chute. Et c'est peut-être pas tout à fait par hasard. Ben oui, c'est là où le soleil tombe. Alors, ce n'est pas de ça dont vous voulez parler. 3 chiffres, c'est ceux que je répète tout le temps. En quelques années, on a éradiqué environ les 2/3 des insectes. En quelques décennies, on a éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. En quelques millénaires, on a éradiqué les 2/3 des arbres. Donc, c'est fait. Ce n'est pas une crainte pour demain, c'est déjà dans le passé. On sait maintenant que le taux d'extinction des espèces est entre 1000 et 10 000 fois plus élevé que la normale. On sait que 800 000 êtres humains meurent prématurément chaque année de la pollution en Europe. On sait que les particules fines ont vraisemblablement fait baisser l'espérance de vie mondiale de plus de 2 ans. On sait que l'Europe est devenue une constellation de puits de polluants dits éternels. Hier, les Nations Unies nous alertaient sur le fait que l'eau douce était en passe de devenir une ressource précieuse et en situation de manque chronique. Donc, on pourrait multiplier ad infinitum les exemples. Seuls 20% des terres émergées ne sont pas drastiquement dévastées. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une crainte pour ce qui va se passer, mais nous sommes déjà au cœur d'un effondrement dont seuls quelques privilégiés, comme ceux qui se trouvent dans cet amphithéâtre ce soir, n'ont pas tous nécessairement conscience, parce qu'effectivement, dans certains pays, certains et certaines ne le ressentent pas encore dans leur chair. Donc on le voit au-delà de ces exemples, dirais-je, ciblés, dans l'interruption des cycles biogéochimiques, dans l'acidification des océans, dans la recrudescence de la pollution, dans l'artificialisation des terres, dans la destruction des habitats, dans la surexploitation des ressources, dans le réchauffement climatique, dans la prolifération des espèces invasives mises en place par les humains, et dans ce qu'on nomme parfois, et que j'ai moi-même évoqué sous le vocable de chute de la biodiversité. Mais je trouve finalement qu'il y a une sorte de confusion taxinomique, parce que la chute de la biodiversité, ce n'est pas un problème qui engendre la catastrophe, c'est la catastrophe. La vie s'effondre sur Terre. Ce n'est pas une cause, ça, c'est une conséquence. Ce n'est pas un facteur à comparer au réchauffement climatique ou à la pollution. Le réchauffement climatique, ce n'est pas important. Ce qui est important, ce sont ses conséquences. Alors que la chute de la biodiversité, c'est un mot très édulcoré, c'est encore une fois, hélas, un mot technique pour parler de la disparition de la vie. La disparition de la vie, c'est en tant que tel le problème.
Tu vas garder le micro pour qu'on puisse voilà, continuer. Parce que effectivement, comme tu le disais au début, le Kidam moyen, je m'inclus, il y a encore quelques temps, avait principalement le climat. Je croyais que c'était le climat le problème. Hein. Et puis tu nous remets directement, attention, le climat, c'est une petite partie, et en plus, c'est loin d'être le plus gros problème. Est-ce que tu peux continuer à expliquer, alors rapidement certes, en quoi le climat est un petit problème, et pour toi, donc, qu'est-ce qui va se passer, cet effondrement? Comment va-t-il se matérialiser? À quelle échéance? Que disent l'état de la connaissance, l'état de la science à ce titre-là? Oui, alors évidemment, c'est assez facile aujourd'hui, dans le cadre des analyses systémiques, de comprendre que nous sommes dans un réseau intercorrélé de facteurs systémiques qui sont l'un et l'autre en train de se soutenir et qui fait que finalement, diriger l'extincteur sur le haut des flammes ne peut pas engendrer une catastrophe qui est de nature civilisationnelle. Mais ça, je le laisse finalement aux spécialistes, que je ne suis pas. Hein. Moi, je suis astrophysicien, donc vous voyez par exemple les travaux d'Arthur Keller, qui est à temps plein sur cette question. Je ne veux surtout pas me supplanter aux véritables experts. Ce que je voudrais plutôt souligner, mais quand même en écho à ta remarque, c'est qu'au-delà de cet effondrement, le point quand même nodal serait de se demander ce que nous souhaitons. Mais ça, c'est vraiment, vraiment très, très important. Parce que quand on parle d'effondrement, on fait comme si tout allait bien, sauf ce qui va nous arriver. Mais en fait, ce n'est pas vrai, ça. On est déjà dans un atrophie de ce que certains appellent la cosmopoétique du réel, qui atteint un niveau tel que quand bien même il n'y aurait pas d'externalité négative, c'est peut-être pas une très bonne idée de ce que nos enfants, et souvent nous-mêmes, connaissions mieux le son des notifications Twitter que le chant des oiseaux. Et ça serait déjà un problème, même si les oiseaux ne disparaissaient pas. On est dans une sorte de démarche d'éradication de tout ce qui fait le sens d'un vivant par rapport à une machine. Et je trouve que c'est vraiment essentiel qu'on ne se surfocalise pas sur le fait que ce n'est pas tenable. Quelque part, c'est une bonne nouvelle que ce ne soit pas tenable. Ce n'est pas le problème que ce ne soit pas tenable. Le problème, c'est que c'est intrinsèquement de la merde. Et c'est ça qu'il faut regarder, je crois. Du coup, quel scénario face à ce qui nous attend? Aurélien, il me semble que tu prônes, et je suis sûre que tu vas me dire non, pas du tout, une décroissance radicale. Alors, que prônes-tu, en fait, face à cela, pour être sérieux? Oh ben, moi, je ne suis pas un prophète ni un gourou, hein, je prône rien du tout. Simplement, tu me l'enverras quand même, celui qui te dit que la décroissance, c'est aberrant, parce qu'il faudrait qu'il retourne, peut-être pas au collège, mais plutôt à l'école primaire. C'est quand même une analyse scientifique qui est stupide à un niveau assez extraordinaire. En fait, je vais faire un petit commentaire désagréable, mais en toute amitié. Je suis absolument convaincu que ce que tu fais, ce que fait l'entreprise que tu représentes, est probablement ce qu'on peut faire de mieux. Donc, c'est absolument pas une attaque ad hominem. Je pense qu'à ta place, je ferais sans doute moins bien. Donc, c'est vraiment pas une critique par rapport à ce qui est fait. C'est une critique par rapport à ce qui est faisable. Donc, c'est pas une attaque personnelle du tout. Mais je veux quand même que quelqu'un dise ici que quand bien même, ça serait 100% recyclé et zéro émission de gaz à effet de serre, le ski dévaste la montagne. C'est ça le problème. La montagne, mais vous le savez quand même, vous êtes grenoblois, la montagne est complètement pourrie à cause du ski. Ce n'est pas à cause des émissions de gaz à effet de serre de la construction du ski. C'est parce qu'on ne va plus affronter, s'émerveiller, s'envoûter de la montagne. On va consommer de la montagne. On a cette attitude-là à notre environnement. Et même si cette entreprise était la plus vertueuse possible, et je veux bien croire qu'elle ne soit pas loin de l'être, une fois de plus, ce n'est pas une critique, elle participe quand même à un système de destruction extraordinaire. Vous avez vu quand même ces villages de montagne où vous avez 150 citoyens votants et 30 000 lits. C'est un niveau d'artificialisation qui fait pleurer, et je le dis en un sens non métaphorique et littéral, les véritables montagnards que je connais. Mais ce n'est pas une attaque personnelle, parce que c'est vrai pour moi aussi. Moi, je fais de la relativité générale, de la gravité quantique, j'ai l'impression d'être un chic type. Mais c'est exactement pareil. Je participe de la même manière à un système global de technosciences, d'artificialisation et de réification. Donc on soit bien clair, hein, les méchants ne sont pas les représentants du secteur privé contre les gentils intellectuels universitaires. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire, et ça serait très erroné. Alors, ta question, pour répondre très simplement, les scénarios, ils sont simples. Hein.
Comme vous le savez mieux que moi, on est essentiellement au peak oil, au moins pour les conventionnels, ce qui veut dire que l'énergie qui reste est comparable à l'énergie qu'on a déjà utilisée, ce qui veut dire que de toute façon, la décroissance, on va l'avoir. Que vous soyez de gauche ou de droite, ça ne change rien. La décroissance, ça commence maintenant et ça aura lieu de toute façon. Ça, c'est un fait scientifique. Ceux qui disent le contraire, retour à l'école primaire. Mais il ne faut pas croire que c'est une si bonne nouvelle. Parce que même si les quantités de fossiles diminuent, il en reste quand même à peu près autant que ce qu'on a utilisé, ce qui permet de nous placer, si on suce le pétrole jusqu'à la dernière goutte, dans le pire des scénarios du GIEC, donc dans une planète inhabitable pour ceux qui aujourd'hui en sont les vivants représentants, et d'autre part, ce qui engendrera des instabilités géostratégiques dramatiques, parce que comme vous le savez, 500 millions de réfugiés climatiques, ça ne se fait pas dans la joie et la bonne humeur. Ça, c'est la trajectoire qu'on prend. La deuxième possibilité, ça serait en fait non pas de subir cette contraction énergétique, mais de l'anticiper. De se dire en réalité, c'est ce que font les artistes par exemple, la contrainte est une aubaine. Parce qu'en fait, nous allions dans une direction qui était intrinsèquement dénuée de signification. Et donc on va user de cette contrainte naturelle, physique, extérieure, pour repenser notre désir, notre téléologie, c'est-à-dire notre finalisme, quant à notre manière d'être à l'espace et d'habiter le monde. Ça, c'est le scénario optimiste que rien ne laisse présager. Et le troisième et dernier scénario, c'est qu'en fait, nos chers scientifiques, des gens comme moi, découvrent une source d'énergie propre et quasi inépuisable. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors là, bien sûr, on est sauvé. Je plaisante. C'est pire que tout. Pourquoi c'est pire que tout? Pour la raison qu'on martèle depuis le début. Parce que le problème, ce ne sont pas les externalités négatives, c'est la finalité. On utilise aujourd'hui essentiellement l'énergie pour raser les forêts et dévaster les fonds marins. Que vous le fassiez avec une énergie propre ou une énergie sale, ça ne change franchement pas grand-chose. À la fin, vous n'avez plus de forêt et plus de mer. Donc si nous avions une énergie infinie à disposition propre, ça serait évidemment, et sans le moindre doute, la pire situation pour notre avenir commun.